Salut à toutes et à tous, bienvenue sur 01net TV et bienvenue dans ce second numéro de 01 Drive, émission donc mensuelle que vous retrouvez chez nous et qui aborde tous les sujets liés à la mobilité. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous et aujourd'hui on parle de mobilité électrique. Faut-il passer à la voiture électrique? Comment faire si on veut passer à la voiture électrique? Combien ça coûte? Quelles sont les conséquences, les avantages, les inconvénients? On en parle avec nos invités, nos spécialistes Jean-Luc Moreau et Dimitri Charitsis. Dimitri qui sera là aussi pour nous parler de son essai de la semaine. Et c'est la Peugeot i208. Enfin, Peugeot se lance dans l'électrique de manière sérieuse avec ce joli véhicule. Il l'a testé, il nous dira ce qu'il en pense. Peut-on transformer un véhicule thermique en véhicule électrique? Eh bien oui, selon une start-up française que vous allez découvrir, c'est l'un de nos invités. T'as 2 chevaux, tu vas pouvoir la transformer en électrique alors? Alors ça s'annonce un peu compliqué, mais on va essayer. Et puis bon, on parle d'électrique, c'est sympa, mais il faut aussi installer des bornes de recharge. Alors comment ça s'installe une borne de recharge? Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'on peut l'installer partout? On posera la question à notre expert aussi, qui sera avec nous dans ce studio. Et puis avec notre deuxième experte, Caroline Niquez, spécialiste des assurances, on va s'intéresser, eh bien oui, aux conséquences sur votre police d'assurance si vous passez à l'électrique. Bienvenue, c'est 01 Drive sur 01net TV, comme tous les mois. Allez, vas-y, je prends le volant. Oui, ok. J'ai un peu peur. Je mets ma ceinture virtuelle. C'est parti. On aurait pu se faire un décor de voiture comme ça. Hein, ouais, ça pourrait être pas mal. En tout cas, bienvenue dans ce deuxième rendez-vous de 01 Drive sur 01net TV tous les mois. Donc toute l'actualité de la mobilité. Vous avez vu un sommaire chargé avec quand même un fil rouge. Voilà, l'électrique. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser la question, faut-il passer à l'électrique? Eh bien, on va essayer d'y répondre avec nos invités. Effectivement, nous accueillons Dimitri Charitsis de la rédaction de 01net.com. Bonjour. Bonjour Dimitri. Et puis Jean-Luc Moreau qui est avec nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Jean-Luc Moreau qui est chroniqueur sur RMC et que j'ai le plaisir d'accueillir tous les dimanches matin entre 7h et 10h sur RMC pour ce grand rendez-vous dédié à l'automobile. Et il s'y connaît en électrique, oui, crois-moi. C'est ton monsieur voiture, tu m'as dit, si on parle de voiture électrique, il faut qu'on invite Jean-Luc Moreau. Ah oui, voilà, on ne pouvait pas faire autrement. Il y a 15 ans que j'essaye de répondre à votre question. Faut-il passer à l'électrique ou pas? Il va falloir que tu nous dises vraiment s'il faut qu'on y passe ou pas. La réponse a évolué. C'est ça, le truc. C'est que ça change tout le temps. Et juste après, donc, ce sera l'essai de l'i208 qui est voilà, un gros morceau, hein, on va dire, en matière de citadine électrique. Au titre de voiture électrique potentielle pour quelques Français. Alors, la planète qui se réchauffe, les villes qui deviennent irrespirables, l'essence qui coûte cher. Effectivement, ça fait plusieurs bonnes raisons de se dire, tiens, si je laissais tomber mon vieux véhicule à essence ou même mon diesel pour passer à la voiture électrique. Cela dit, il y a encore des réticences parce que, voilà, il y a l'autonomie. Aujourd'hui, on arrive à, on va dire, 300, 400, 500 sur des modèles peut-être plus haut de gamme, encore plus d'autonomie, mais on n'a pas la, on va dire, la souplesse et le confort de l'essence. Et puis surtout, il faut recharger sa voiture. Oui. Et il n'y a pas des bornes partout. Et surtout, quand on trouve une borne, il faut qu'elle soit rapide pour qu'on ne passe pas toute la journée à recharger son véhicule. Comme ça peut être le cas si on a des bornes qui sont assez faibles en recharge électrique. Alors, tu as raison. C'est vrai que ça a été pendant très longtemps la question et même ce qui dissuadait les gens de passer à l'électrique. Jean-Luc Moreau, est-ce que c'est toujours un problème aujourd'hui, l'autonomie et la recharge des véhicules électriques? Alors, l'autonomie, non, parce que quand on posait la question, je vous disais, il y a 15 ans que je m'intéresse à ça, il y a 15 ans, on demandait aux gens, la voiture électrique parfaite, pour vous, ça serait quoi? C'était 300 km d'autonomie. C'était le minimum acceptable. Aujourd'hui, une Renault Zoé dernière génération, une Peugeot i208, il y a 300 km d'autonomie pratiquement garantie, sauf si vous êtes sur autoroute à 130 km/h l'hiver avec le chauffage à fond, etc. Là, on tombe à combien? Les 300, vous allez être entre 220 et 250 km. D'accord. Mais on aura, à l'inverse, si vous circulez en ville avec une Zoé, vous serez à 400 km sans trop de problèmes. Donc la barrière psychologique des 300 km, ça y est, elle est franchie. Le principal handicap pour moi aujourd'hui de la voiture électrique, c'est de pouvoir remplacer un véhicule thermique par la voiture électrique. Alors quand on a un usage qu'on connaît, qui est toujours le même, on va recharger toujours au même endroit, en général chez soi,
Le soir, si on a besoin d'aller chez mamie le week-end, on branchera sur la prise de sa cafetière et puis on pourra faire l'aller-retour. Tous les véhicules peuvent être rechargés sur une simple prise électrique classique. Oui, aujourd'hui, oui. Renault, sur la première Zoé, avait fait l'erreur de dire on ne chargera pas sur une prise classique. Ils sont revenus en arrière. Bon, et ça pose quand même quelques problèmes de rendement de charge quand on est sur une prise standard. Mais en dépannage, on peut charger quand même. Aujourd'hui, mais ça recharge très lentement. Ça recharge très lentement. Une prise électrique qu'on a à la maison, une prise de terre, délivre quoi, 3,5 kWh, je crois, c'est ça? Ah non, vous allez tirer 8 ampères maximum, et encore même pas sur la prise de mamie de la cafetière, vous allez tirer 5 ampères. En fait, ça pourra plus faire son café. La voiture va s'adapter à la prise et va tirer un courant plus faible que l'intensité nominale de la prise. C'est pour se dépanner. Pour pas qu'il y ait d'échauffement. Mais aujourd'hui, le principal problème, donc je disais, pour remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique, c'est de la charge ultra rapide. C'est-à-dire, je veux faire Paris-Marseille. Clairement, aujourd'hui, avec une voiture électrique, je suis bien embêté. Il faudra s'arrêter 2-3 fois. Et même avec des bornes de charge rapide, il faut s'arrêter 2-3 fois 20 minutes. Donc ça veut dire que ça va quand même gréver le temps de parcours de façon assez importante. Mais jusqu'à quand ça va être comme ça? Est-ce que demain, va s'affranchir? On a déjà la visibilité sur demain, c'est ça qui est bien. Il y a un réseau en Europe qui est en train de se développer, qui s'appelle Ionity, avec des bornes de charge qui vont aller jusqu'à 350 kW de puissance. Alors, juste pour vous donner une idée, quand vous branchez sur une borne Autolib, vous avez 3,7 kW de puissance. Quand vous branchez chez un concessionnaire Renault, par exemple, sur une borne semi-rapide, vous avez 22 kW de puissance. Quand vous branchez sur une borne rapide, vous allez chez Ikea, vous avez 50 kW de puissance. La i208 accepte jusqu'à 100 kW de puissance. Et on a des voitures qui vont arriver, Porsche, par exemple, qui prennent jusqu'à 350 kW de puissance. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va récupérer 300 km d'autonomie en un quart d'heure, 20 minutes. Si on fait l'analogie, c'est comme si on avait un tuyau en fait, de station-service, vous avez un gros tuyau, beaucoup plus gros qui envoie beaucoup plus de débit. Quoi. C'est ça. Si demain, à la station-service, je vous donne un goutte à goutte pour faire le plein, ça va vous prendre un petit peu de temps. Voilà, c'est ça. Alors que si vous avez un gros tuyau, ça va aller beaucoup plus vite. C'est exactement ça. Donc on peut imaginer que dans 10-15 ans, peut-être dans 10 ans, on pourra en 10 minutes, le temps de boire un café, d'aller faire la pause toilette, recharger sa voiture. Complètement. Comme avec le même confort qu'aujourd'hui, on remplit son réservoir d'essence. Complètement, parce que la technologie est prête. Alors les gens disent oui, mais on ne pourra pas charger des batteries rapidement. On a aujourd'hui des technologies de batterie qui permettent de faire de la charge ultra rapide. Et surtout, le challenge, c'est d'arriver à refroidir suffisamment les batteries pour les charger rapidement. Dimitri, d'accord avec la réflexion de Jean-Luc? C'est un constat, mais Jean-Luc l'a dit, c'est dans 10 ans. Ce constat-là, il sera réel dans 10 ans. Aujourd'hui, quand on achète une voiture électrique, on se confronte malgré tout au problème de devoir la charger. Et c'est très bien pour les trajets quotidiens, pour aller au travail, mais dès qu'on veut partir en week-end ou en vacances, c'est exactement ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un espèce de casse-tête. Quand charger, où charger? Est-ce qu'une borne sera libre quand j'arriverai sur place? Oui, parce qu'il y a ce problème aussi avec le succès de la voiture électrique. Et encore, autre question, si elle est libre, est-ce qu'elle fonctionne? Parce que ça arrive très régulièrement qu'elle soit mal entretenue et qu'elle ne fonctionne pas. Est-ce que j'ai la bonne carte? Est-ce que j'ai la bonne carte? La vraie problématique, c'est ça aujourd'hui. Alors on se demande pourquoi est-ce que les bornes de charge n'ont pas un terminal de carte bleue? Tout simplement. Alors on nous dit oui, mais un terminal de carte bleue, c'est cher. Je ne connais pas le prix exactement d'un terminal de carte bleue aujourd'hui, mais on a de la 3G pratiquement partout. On est capable de faire une liaison. Une clientèle captive, non? C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'élus locaux qui ont fait leur propre carte, genre tiens, voilà, je vais faire dans mon périmètre donné, je suis content d'offrir la carte machin chouette. Il y a des chaînes de supermarchés aussi qui ont leur propre carte. Mais est-ce que ça décolle, vous qui êtes des spécialistes, est-ce que vous pensez que ça frémit, ce marché frémit? Est-ce qu'il se vend de plus en plus de véhicules électriques? Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience de la part, on va dire, des régions, peut-être même de l'État, de cette volonté d'installer de plus en plus de bornes? Est-ce que ça bouge ou pas? Ce qui est certain, c'est que pendant très longtemps, ces dernières années, tout le monde se rejetait la faute justement du non-décollage de l'électrique. D'un côté, c'était les constructeurs qui ne proposaient pas des modèles adaptés. Les constructeurs disaient que les infrastructures n'étaient pas là. Aujourd'hui, ces aspects-là commencent à évoluer. J'ai l'impression qu'on est en train de revivre ce qu'on a vécu avec le très haut débit. Tout le monde se renvoyait la patate chaude pour savoir qui installait la fibre optique. Exactement, en fait. C'est très, très ressemblant. Là, aujourd'hui, on a des constructeurs qui, pour presque tous, proposent un modèle électrique ou au moins de l'hybride. Et on a des infrastructures qui sont un peu à la traîne, mais qui commencent à évoluer.
Donc concrètement, ça peut marcher, il peut y avoir un engouement et on commence à voir les ventes qui oscillent vers Oui, le haut. ça grimpe quand même rapidement. Ceux qui disent oui, le marché décolle pas, ça représente 1,2% pour le moment. Si on reprend l'exemple de l'hybride Toyota, on sait aujourd'hui que c'est un succès, il n'y a pas besoin d'expliquer aux gens ce que c'est. Quand la première Prius a été vendue, la première année, il s'est vendu 300 véhicules. Je crois qu'il s'est vendu 3000 véhicules l'année suivante. Il a fallu 10 ans pour que le marché de l'hybride décolle, mais quand il a décollé de façon exponentielle. Donc c'est exactement la même chose qui est en train de se produire avec l'électrique, mais à une échelle encore supérieure. Alors, de dire le marché de l'électrique ne décolle pas, donc on n'arrivera pas demain à remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques, c'est pas réaliste. Faut pas rêver. Les constructeurs prennent le problème à bras-le-corps aujourd'hui. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont la réglementation va imposer des normes d'émissions de CO2. Oui, il y a la pression des pouvoirs 95 publics. grammes par kilomètre pour l'ensemble de la gamme. Si vous n'avez pas des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans la gamme, c'est inatteignable. Et c'est même plus que ça, c'est pas simplement de les avoir, c'est de les vendre. C'est en termes de véhicules vendus. Oui, ils doivent les vendre. Ils doivent les vendre, c'est pas simplement de les proposer, ils doivent faire en sorte de les vendre, ce qui les oblige en réalité à proposer de bons modèles et à essayer d'avoir une politique tarifaire acceptable. Donc si on vous suit bien, il faut vraiment, au moment où on se dit tiens, je vais passer à l'électrique, réfléchir si ça correspond à notre utilisation personnelle. Quel est le profil idéal de l'automobiliste ? Voilà, c'est quoi ? C'est plutôt le citadin Alors, le profil idéal, c'est pas le citadin, contrairement à ce qu'on peut croire. Le profil idéal, c'est celui qui habite en périurbain et en maison individuelle, qui pourra installer facilement une borne de charge, parce qu'il y a ça aussi, on en parlera tout à l'heure, mais quand on est en habitat collectif, faire installer une borne de charge, ça peut être le parcours du combattant. Il faudrait que la loi évolue, elle va évoluer dans ce sens-là, mais il faudrait qu'on puisse, du jour au lendemain, pratiquement, pouvoir faire installer dans son garage ou son parking en sous-sol une borne de charge. C'est pas le cas aujourd'hui. Ça, vous pouvez le faire chez vous. Donc, si vous habitez une maison individuelle en périphérie urbaine, vous êtes le client idéal. C'est-à-dire qu'en fait, j'habite à la campagne, j'ai une maison individuelle avec une borne, j'ai 50-100 km de trajet par jour, je suis éligible à l'électrique sans aucun problème. Complètement. Même si vous avez un petit budget à mettre au départ, c'est carrément faire installer des panneaux photovoltaïques et charger votre voiture avec de l'électricité verte. Ça, c'est idéal. Qui coûtera encore moins cher. Alors justement, en matière de gros sous, évidemment, ça coûte moins cher quand on fait le plein à l'électrique. On est quoi, de l'ordre de 1, 2 euros. Alors ça coûte moins cher. Alors ça, c'est pareil. Là, il y a une idée reçue. Ça coûte moins cher. Oui, ça va vous coûter environ 2 euros pour 100 km. On va dire entre 2 et 3 euros pour 100 km. Sauf si vous vous rechargez sur une bande rapide, ce qu'on évoquait tout à l'heure, où là, ça va vous coûter plus cher qu'un plein d'essence. Ah oui, d'accord. Donc, les opérateurs, les opérateurs non seulement ne remplissent pas leurs objectifs sur l'installation des bornes rapides et ultra rapides, mais en plus, ils vous saignent au passage. Donc là, il y a un vrai problème. Si demain on veut développer l'électrique, il faut qu'il y ait des décisions au plus haut niveau de l'État qui sifflent l'arrêt de la récré en disant bon stop, on normalise tout. On n'en est pas là. Et on n'en est pas là. Ouais. Dimitri, on voit qu'il y a des alliances aussi de constructeurs qui justement réfléchissent à lancer. Alors il y a Ionity par exemple, qui est une espèce d'association de constructeurs automobiles qui vont construire des bornes électriques. Là aussi, c'est la guéguerre entre pouvoir public et constructeurs qui, encore une fois, se renvoient la balle. À un moment, quand les constructeurs voient que les efforts ne sont pas faits, justement, ils se regroupent pour développer leur propre réseau. Mais on a effectivement Audi, Mercedes qui intègrent Ionity, mais les constructeurs français, notamment Peugeot, ne veulent absolument pas investir sur ce point-là, considérant justement que c'est le job. Alors déjà, que c'est le job des pouvoirs publics ou alors d'un autre marché, mais surtout considérant qu'ils ont suffisamment investi dans le développement de leur propre plateforme électrique. C'est-à-dire que le pire scénario, ça serait qu'on a une voiture A qui passe devant une borne qui a été construite par un constructeur de voiture B. Heureusement, on n'en est pas là. Heureusement, non. N'importe quelle voiture pourra se brancher sur n'importe quelle borne. Alors, on va remonter 15 ans en arrière. Tiens, 15 ans en arrière, les Français ont dit 15 ans en avant, 15 ans en arrière. Voilà, c'est ça. 15 ans en arrière, les Français ont dit tiens, on va faire le SECAM, ça marche mieux que le PAL, alors que toute l'Europe avait choisi une autre norme. On était parti sur des prises de ce qu'on appelle de type 3, alors que l'Europe avait choisi, le reste de l'Europe avait choisi la prise de type 2. C'est le bout de la prise qui n'est pas le même. Exactement. Donc on se retrouvait comme, on va dire, un crétin, à pouvoir brancher sa voiture avec une prise parce que les Français ne voyagent pas, il reste que... Oui, c'est bien connu. Bien sûr. C'est bien connu. Il reste juste dans
leur ville. côté de maison, ils ne vont pas très très loin. Non. La longueur du fil, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, bon, alors, Bon, ça, c'est réglé, alors. l'Europe a dit stop, on arrête les conneries, ça sera la prise de type 2 pour tout le monde. Donc ça coûte un peu d'argent à la France qui va devoir remettre aux normes toutes les bornes pour qu'il y ait au moins une prise de type 2 sur chaque borne. Donc ça, c'était une grosse bêtise qui a été faite au départ. Renault avait de son côté aussi choisi un standard de charge qu'on appelle accéléré, que personne d'autre n'a choisi. Au départ, c'était louable. On disait, une borne de charge accélérée, ça sera beaucoup moins cher qu'une borne de charge rapide. Sauf qu'ils ont été les seuls à proposer ça. Donc aujourd'hui, il faut avoir une borne qui fasse de la charge lente, de la charge rapide et de la charge accélérée. Donc au final, c'est pas moins cher, c'est plus cher. Aïe. Donc ils sont revenus, avec la nouvelle Zoé, ils sont revenus un petit peu sur ça. Donc on aura demain de la charge lente et de la charge rapide. Et c'est en train de s'uniformiser. Donc déjà, on sait où on va. On sait que demain, on aura de la charge ultra rapide. Le réseau Ionity, c'est ça. Alors au départ, c'est les constructeurs allemands, mais cette semaine, il y a quand même Hyundai qui vient de dire je vais adhérer à Ionity. Donc ça veut dire que le standard demain, on peut déjà considérer que ça sera ça. Le standard, ça sera 350 kW Ionity avec ce qu'on appelle du combo CSS pour les prises de charge. Le fait que Renault et Peugeot n'aient pas adhéré à Ionity, c'est une bêtise. Et demain, ils seront obligés d'y venir. Jean-Luc, tu restes avec nous parce qu'on va s'intéresser maintenant à la grosse nouveauté de cette fin d'année. Pas grosse, c'est compacte, enfin grosse, tout dépend de l'échelle. En fait, c'est toujours la même chose. C'est une révolution. Voilà. 10 ans en arrière, vous auriez dit aux gens de Peugeot, vous allez faire une voiture électrique. Ils rigolaient. Voilà, c'est ça. Et donc, notre essai de la semaine, c'est la i208. On la découvre tout de suite. Et donc, Dimitri Charitsis nous parle maintenant donc de cette voiture que tu as testée. Alors ça tombe bien parce que Jean-Luc sera là en renfort aussi, pour évoquer donc la Peugeot i208. Effectivement, Jean-Luc le disait, Peugeot n'aurait jamais imaginé construire en tout cas aussi vite une voiture électrique. Ils se sont déjà aventurés sur ce terrain, ça n'a pas été une franche réussite avec la e-on et une 106 électrique de mémoire. Donc tout ça est oublié. Aujourd'hui, ils lancent une véritable voiture compétitive pour faire face à la Zoé. Et c'est plutôt réussi dans la mesure où, en tout cas, le véhicule que moi j'ai pu conduire était vraiment très très agréable. Alors on va replacer les choses dans leur contexte. C'était un modèle de pré-série qu'on a eu, en tout cas les premiers journalistes à l'avoir essayé, c'est un modèle de pré-série. Donc c'est pas une voiture complètement terminée, mais c'était quelque chose qui donnait effectivement toutes les sensations et ça nous a permis d'avoir véritablement une i208 entre les mains. Alors la stratégie de Peugeot aussi est assez intéressante, c'est que Renault est parti from scratch, a créé une nouvelle voiture électrique. Chez Peugeot, c'est différent, c'est le fait d'électrifier en fait des modèles qui existent déjà. Et donc, on commence par la 208, mais après, on aura peut-être une 308, peut-être qu'on aura d'autres modèles qu'on connaît qui vont être électrifiés. C'est ça ? La stratégie de Peugeot, c'est de faire en sorte que le consommateur, quand il arrive, il choisisse d'abord sa voiture et ensuite le type de motorisation. Alors, tout ça, c'est évidemment du marketing, parce que j'imagine que quand quelqu'un vient avec la volonté d'acheter une voiture, déjà, c'est pas tout à fait les mêmes tarifs, et ensuite, on le sait très bien, on a vu si on est éligible ou pas à la voiture électrique. Mais en tout cas, dans l'approche, l'idée, c'est de proposer exactement la même voiture à quelques détails près. Il y a un petit logo électrique, un petit logo qui signifie, enfin le petit logo du i208. Évidemment, il n'y a pas de sortie d'échappement puisque les électriques n'en ont pas. Mais sinon, c'est une 208 à quelques détails près, dont un qui est significatif, c'est le poids. Parce que forcément, il faut loger les batteries. Et donc, du coup, on a quand même une voiture qui fait 300 kg de plus lorsqu'elle est électrique. Et donc, du coup, ça demande aussi quelques adaptations par rapport à ça. Mais dans tous les cas, ce sont des voitures, dehors, en un quart de seconde, on ne voit pas la différence. Il n'y a pas les petites lumières bleues comme sur certains modèles. On n'essaie pas. En fait, l'idée, c'est d'avoir une voiture, et peu importe qu'elle soit électrique ou pas, finalement. D'accord. Il ne faut pas que ça se voit, en tout cas. Oui. On a parlé de prix. Elle se situe comment Alors, c'est aussi l'un des problèmes, on l'a à peine évoqué tout à l'heure. Voilà, on va y revenir, super important, parce que bien évidemment, le prix... Alors, elle se situe, le premier prix, il a 32 000 euros. Hors bonus écologique, ça veut dire 26 000 une fois qu'on a appliqué le bonus. Ça la situe un peu au-dessus de la Zoé. Après, à motorisation égale, elle est face à la Zoé. Mais l'avantage d'une Zoé, c'est d'offrir, alors déjà d'avoir un système d'abonnement pour la batterie, et ensuite, du coup, qui lui permet de réduire son prix à moins de 20 000 euros, et donc il y a un prix d'appel qui est nettement plus intéressant côté Renault. Mais après, à motorisation égale, et si on inclut l'achat de la batterie, Peugeot est exactement face à la Zoé.
D'accord. Alors, c'est intéressant cette histoire de location de batterie, parce qu'en fait, ce qui coûte cher dans une voiture électrique aujourd'hui, c'est la batterie. Ça représente quel pourcentage du prix d'un véhicule? Je croyais que ça avait été abandonné, ça, non? 70% à peu près du prix de la voiture. Alors le prix des batteries baisse. 70%? Oui, le prix des batteries baisse. Oui, parce que le reste d'une voiture électrique, en fait, coûte pas extrêmement cher. Un moteur électrique, ça coûte pas extrêmement cher. L'électronique de contrôle, ça coûte pas extrêmement cher. La principale valeur d'un véhicule électrique, c'est ce qui pose un problème à Peugeot d'ailleurs, parce qu'ils se fournissent chez les Chinois. C'est CATL qui leur fournit les cellules de la batterie, même la batterie. Aujourd'hui, les constructeurs sont un peu réticents, et PSA l'était, à fournir des voitures électriques, parce que la principale valeur de la voiture, c'est pas eux qui la gèrent. Hein, c'est les Chinois, donc on est dépendant des Chinois, il faut le dire. Renault, c'est un petit peu pareil, hein, c'est une batterie coréenne, c'est LG Chemical qui fournit les batteries. C'est les Asiatiques qui sont, les Asiatiques qui sont maîtres du jeu aujourd'hui sur la fabrication des batteries. Les Européens ne seront pas capables à on a pris trop de retard. En fait, au départ, la France aurait pu être bien placée, mais on a fait des choix stratégiques qui n'étaient pas les bons. On a choisi la sécurité plutôt que la performance. Et donc, on avait choisi une impasse. Et pour revenir à la i208, la i208, si on la compare, parce qu'on a évidemment envie de la comparer à une Zoé, il y a d'abord la formule de location de batterie sur la Zoé qu'il n'y a pas sur la i208. Alors pourquoi la location de batterie? Renault avait dit au départ, on ne connaît pas réellement, on n'a pas de visibilité sur la durée de vie des batteries, donc pour sécuriser le client, il va louer sa batterie, et le jour où sa batterie a moins de capacité, on lui remplace gratuitement sa batterie, et donc il est sûr d'avoir toujours une batterie qui fonctionne correctement. Or, on sait aujourd'hui qu'une batterie automobile, finalement, ça marche bien. C'est 15 ans. Ouais. C'est 15 ça ans, vieillit moins rapidement que ce qu'on avait imaginé. Donc Peugeot, dès le départ, a dit la formule de location, ça ne sert à rien, puisqu'on a une batterie qui aura la durée de vie du véhicule, grosso modo. Quoi. Alors, justement, Peugeot a la réponse à ça, la réponse très concrète de Peugeot, c'est de garantir sa batterie. Et donc, du coup, quand on achète une i208, on a une garantie de batterie qui est de 160 000 km ou 8 ans pour 70% de la capacité de la batterie. Et lorsqu'on veut la revendre, typiquement pour le marché de l'occasion, Peugeot peut délivrer un certificat au possesseur de l'i208 qui atteste de la qualité de la batterie et du coup permettre une revente beaucoup plus facile. Super. En termes on va dire, de tout ce qui est infotainment dans la voiture, on va dire électronique, etc., on est au même niveau entre les deux véhicules. Est-ce qu'il y a des fonctions d'autonomie, par exemple, comme sur la Nissan Leaf, sur la i208? Alors, si on compare par rapport à la Zoé, je dirais que l'i208 est un cran au-dessus. Alors déjà, il y a des aides là, ça va dépendre du niveau de finition, mais sur le niveau de finition le plus élevé, Peugeot a adopté une stratégie qui est plutôt ambitieuse. Ils ont mis à peu près les mêmes aides à la conduite que sur la 508, qui est leur modèle phare. Et donc, du coup, on a l'aide de maintien dans la voie, on a évidemment une semi-autonomie avec le réglage adaptatif de la distance et de la vitesse. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et ensuite, on a la petite touche Peugeot qui est l'iCockpit 3D, c'est l'instrumentation qui a un effet 3D qui fait ressortir les informations les plus principales ou les plus importantes. C'est un peu comme un hologramme, c'est ça? Exactement. C'est franchement très sympa, quoi. Voilà, moi j'étais très sceptique avant de la tester et objectivement, une fois qu'on l'a prise en main. C'est à hauteur d'yeux ou c'est au niveau c'est au niveau de l'instrumentation, c'est derrière le volant. Et puis l'avantage du volant de chez Peugeot, c'est que c'est un volant à double mets-plat, c'est un petit volant assez facile, et donc du coup on a une vue sur l'instrumentation qui est très ouverte, et c'est un vrai plaisir pour le coup. Super. Moi j'ai encore une question, messieurs, pour vous deux. La question environnementale, qui est quand même fondamentale dans cette histoire-là. C'est aussi pour ça qu'on choisit de passer à l'électrique. Et on dit que l'électrique n'est finalement pas forcément moins polluant que le thermique, notamment à cause des batteries, etc., au niveau de la fabrication du coup. Qu'est-ce qui vous a dit ça? C'est un producteur de pétrole, sans doute. Non, vous savez très bien qu'il y a des études qui ont circulé là-dessus, même s'il y a un différentiel qui n'est pas aussi important que ce qu'on craignait au départ. Même si on charge une voiture électrique avec l'électricité la plus sale d'Europe, donc en l'occurrence de l'électricité polonaise, on a un bilan carbone qui va être 30% meilleur que si on roule avec un diesel ou un véhicule. Et si on compte le cycle de vie, de fabrication et de recyclage de la voiture. Je parle du cycle de vie, là. Je parle du cycle de vie. Parce qu'il faut savoir que, alors on nous dit, oui, souvenez-vous, on va remonter 5 ans en arrière, on nous disait, du lithium, il n'y en aura pas assez, il va y avoir une pénurie. C'est le composant qu'il y a dans la batterie. Exactement. Mais bon, il n'y en a pas énormément. Dans une i208, il doit y avoir 4 kilos de lithium. Il n'y a pas des centaines de kilos. On nous disait, il n'y en aura pas assez, c'est une catastrophe environnementale. Bon, résultat des courses, aujourd'hui, on produit trop de lithium. Les courses se sont écroulées. Alors,
Ensuite, après, c'est vrai qu'il y a des composants, par exemple le cobalt dans les batteries aujourd'hui, qui posent un problème à la fois d'exploitation et de prix, puisqu'on n'en a pas de façon... Le cobalt, il sert à stabiliser la température dans la batterie. Les générations de batteries, petit à petit, arrivent à diviser par 2 pratiquement à chaque génération le cobalt dans la batterie. La prochaine génération de batteries qu'on appelle solide n'aura pas de cobalt. Donc les problèmes, petit à petit, elles vont être de plus en plus propres. C'est ça. Les problèmes aujourd'hui, ce qu'on nous dit en disant oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je veux dire, tout est déjà réglé, quoi. D'accord. On a déjà les solutions pour tous ces problèmes. Et on a même des solutions de nouvelle. recyclage des batteries de voitures qui sont maintenant. Il y a des entreprises qui proposent de les adapter à la maison. Oui, deuxième vie en fait. Voilà, une deuxième vie pour les batteries. C'est super important. Alors, merci beaucoup à tous les deux. On va continuer ce dossier véhicule électrique dans quelques instants, en matière d'assurance, en matière aussi de bornes de recharge, parce que c'est important. On n'a pas trop évoqué ce sujet, on aura un invité. Merci à Jean-Luc Moreau et merci à Dimitri Charizis de nous avoir un peu éclairés. Bon, tu vas passer à l'électrique alors, t'es obligé maintenant. Ah ben moi je suis convaincu, c'est sûr. Voilà, 01 Drive, votre rendez-vous dédié à la mobilité sur 01net TV. Tous les mois, Jérôme, alors depuis tout à l'heure on parle de l'électrique, composante importante, si ce n'est obligatoire, c'est les bornes de recharge. C'est l'électricité, on peut dire C'est ça comme ça. l'électricité, c'est ça. Et oui, comment faire pour recharger son véhicule électrique? On va en parler avec notre premier invité, Romuald Jamin, bonjour. Bonjour. De la société Info Romu. Et vous l'avez deviné, Romuald est justement installateur de bornes de recharge dans les habitations particulières, c'est ça? Tout à fait, pas que, mais aussi dans les habitations particulières. Donc si demain je décide d'acheter une voiture électrique, je suis obligé de venir vous voir pour faire installer une borne chez moi? Alors oui, généralement, il faut procéder à un audit de votre installation électrique pour éviter de mettre le feu à votre maison et puis de voir la puissance électrique qui est disponible dans votre maison et quels besoins vous avez réellement sur le nombre de kilomètres que vous faites par jour avec votre voiture et comment vous la rechargez. C'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder son contrat EDF, c'est ça? Voilà, c'est écrit dans le contrat EDF? Il faut regarder le contrat EDF. Enfin, EDF ou un fournisseur alternatif. EDF, voilà, le contrat d'énergie chez son fournisseur d'énergie, les équipements qui sont déjà installés dans l'habitation, et voir s'il y a un tarif Heure-Creuseur-Pleine pour voir si on peut charger la nuit et comment faire cohabiter tout ça ensemble sans provoquer des disjonctions ou sans avoir à prendre des abonnements beaucoup plus élevés. Oui, il y a parce des solutions techniques. Est-ce qu'il y a des cas de figure où c'est pas possible? C'est arrivé très peu. Nous, sur 3500 bornes qu'on a installées, c'est arrivé 2 fois. Mais là, c'était généralement dans Paris où on ne pouvait pas créer une prise de terre, par exemple. Parce que dans Paris, créer une prise de terre, c'est compliqué. Une fois, et l'autre fois, je ne me rappelle plus, mais ça arrive très très peu. On arrive toujours à installer quelque chose. Évidemment, ça va être plus facile dans une habitation individuelle que dans un habitat collectif. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, dans l'habitat collectif, malgré les textes du droit à la prise qui existent, c'est quand même très très compliqué avec les syndics de copropriété et l'histoire de la refacturation de l'énergie électrique, puisqu'on ne peut pas se relier sur son compteur qu'on a dans son appartement au 8e étage. Ah, ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. Pas tirer un fil depuis mon compteur. Pour des raisons de sécurité, Pour des raisons de sécurité, complètement. On imagine s'il y a le feu, les pompiers doivent éteindre. Ils ne vont pas aller au 8e étage, couper le disjoncteur pour éteindre au sous-sol. Donc on est forcément obligé soit de se raccorder sur le compteur de la copropriété, donc déjà il faut qu'il le permette, et donc de gérer une facturation, soit de faire créer un nouveau point de livraison EDF pour installer la borne de recharge dans son parking. Sauf que quand on a 200 places de parking, on ne peut pas imaginer, on imagine 50% des gens qui passent à l'électrique, ça ferait 100 compteurs. Donc il vaut mieux réfléchir à une solution globale. Et là, il y a de la gestion avec les syndics. Est-ce que, par exemple, les nouveaux immeubles qui sortent de terre aujourd'hui intègrent cette réflexion-là? Tout à fait. Donc c'est obligatoire, ça fait partie d'une loi? Oui, depuis le 1er janvier 2016, si je me trompe, dans les nouvelles 2015, dans les nouvelles constructions, il doit y avoir la puissance nécessaire pour alimenter un certain nombre d'emplacements dans les parkings en fonction du nombre d'emplacements dans les parkings. Alors moi je suis propriétaire, alors locataire j'imagine que c'est encore plus compliqué, voilà, mais donc j'ai un appartement avec un parking souterrain, je vis dans une grande ville ou une petite ville, mais c'est comme ça. Quelles sont les démarches que je dois faire pour installer une borne? C'est compliqué? Alors quand on est propriétaire ou locataire, on doit faire passer d'abord quelqu'un comme nous qui va faire une étude technique, émettre un devis et réaliser un plan. Donc je parle pour les copropriétés, réaliser un plan de l'installation électrique. Tout ça c'est soumis au syndic de copropriété pour passage à l'Assemblée générale.
Et derrière, on a l'accord ou on ne l'a pas pour le faire. Donc il faut attendre la prochaine Assemblée Générale déjà. Généralement, c'est une par an en principe. Donc, on est sur les syndics de bonne volonté, généralement, qui ne posent pas de soucis, ils donnent l'accord et puis le problème est réglé, on n'attend pas l'Assemblée Générale. Ça passe juste pour information en Assemblée Générale. Mais, alors je précise, ce n'est pas un accord, normalement c'est obligatoire. Oui, parce que vous parlez de droit à la prise. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas nous refuser l'installation d'une prise. On ne peut pas vous refuser l'installation d'une prise, par contre on peut vous refuser de vous brancher sur les services généraux de la copropriété. Et là c'est plus compliqué. Et là ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc. Alors il y a des sociétés qui sont concurrentes à la vôtre, qui ont mis en place, notamment des startups, qui ont mis en place des solutions toutes packagées. Tout à fait. Qui permettent, qui apportent à la fois un nouveau point d'alimentation, qui s'occupent de tout, de la facturation, etc. C'est aussi une solution séduisante de prime abord. Oui. Alors, nous, on travaille aussi avec cette société. Eux, ils ont une solution un peu groupée où ils font une location un peu tout compris de l'énergie électrique, y compris, ils prééquipent le parking. Ils prééquipent le parking en électricité. Et derrière, les gens ont juste à venir connecter leur borne ou alors eux-mêmes font la connexion de la borne et ils vous louent un package. D'accord. Ça coûte combien d'installer une borne ? Alors, dans un pavillon, dans un garage, un tableau électrique dans le garage, une borne de 3,7 kW, donc qui rechargerait 20 km toutes les heures. Qui est le minimum, on va dire. Voilà, 20 km toutes les heures, par nuit, on va recharger 200 km, sachant que les gens font en moyenne moins de 60 km par jour à 80%, c'est largement suffisant, largement. Mais même à 7 kW, maintenant on peut le faire, on va dire que ça coûte entre 700 et 1100 euros, fourni posé. D'accord. Vous avez un crédit d'impôt. Oui, il y a des aides là-dessus. Voilà. Donc sur la borne de recharge, vous avez un crédit d'impôt de 30% sur la borne. Pour les installations en copropriété, il y a une subvention de l'État, de la VR France, qui s'appelle Advenir, qui subventionne à hauteur de 50% du montant du devis avec un plafond à 960 euros par point de charge. Et qui est cumulable avec les 30% de crédit d'impôt. Complètement. Et avec une TVA réduite à 5,5%. Donc au final, on peut s'en tirer pour combien ? On peut s'en tirer pour 0, par exemple, avec certains constructeurs qui vous donnaient 500 euros pour l'aide à l'installation de votre borne. Donc on peut s'en tirer pour 0. Donc, mais c'est pas le cas. Tout le temps, Et le coût de l'installation va dépendre vraiment de la distance avec les travaux à réaliser. Mais on va dire en copropriété, entre 800 et 1500. Et 1500, on arrive à faire 80% des demandes. Après, la question qu'on peut se poser, ça coûte combien de recharger son véhicule ? Une recharge d'un véhicule, ça coûte combien ? Alors déjà, ça va dépendre de la manière dont vous conduisez, mais on va parler plutôt de prix... Pardon, excusez-moi. On va parler de prix à peu près... Moyen, 1,20 € pour 100 km hors taxe. C'est à peu près le prix d'une consommation moyenne. En plein tarif ? Voilà, en plein tarif, sur un tarif bleu, donc c'est-à-dire sur un tarif de particulier, comme vous avez chez vous. En entreprise, les prix de l'électricité sont nettement moindres puisqu'ils ont des abonnements beaucoup plus gros, donc c'est encore moins cher. Et donc si par exemple j'ai un abonnement à 50% EDF la nuit, est-ce que je peux programmer ma voiture pour qu'elle ne démarre sa recharge qu'à partir de 23h, par exemple, de 23h jusqu'à 7h, et là ça me coûtait la moitié. Complètement. Donc on arrive à 60 centimes. Oui. C'est ça les 100 km ? Oui, 60 centimes hors taxe, donc on va dire, allez, 1 € parce que c'est pas à peu près 50%, on est à peu près à 70-80% sur les tarifs en heure creuse, sur les offres de NJ, etc. Donc oui, on est dans ces prix-là. Donc évidemment, économiquement, c'est très séduisant, bien évidemment. Bien sûr. Vous avez beaucoup de citadins qui s'équipent en électrique aujourd'hui, qui installent les bornes. Oui. Vous voyez une progression de votre marché ? Oui, complètement. Ah oui, nous, on a une progression à x2 tous les ans. Donc plus ils vendent de voitures électriques, plus on installe de bornes, et vice-versa. Plus on installe de bornes, plus ils vendent de voitures électriques. Mais les gens font les comptes, tout simplement. Ils font le calcul. La personne qui habite en banlieue ou qui vient travailler sur Paris tous les jours avec son véhicule, il fait 20 km le matin, 20 km le soir. En gasoil ou en super, ça commence à coûter de l'argent. Faites le compte en électrique, même si la voiture est un petit peu plus chère à l'achat. On s'y retrouve. Ah oui, on s'y retrouve vite. Et donc l'installation d'une prise, c'est pas vraiment un facteur de blocage. On s'en rend compte parfois avec certaines copropriétés qui ne sont pas, on va dire, conciliantes ou bienveillantes, on va dire. On va dire ça. On peut aussi ne pas installer de borne chez soi, si on roule très peu, et se contenter des recharges extérieures. Alors, avoir une voiture électrique sans avoir de borne, en comptant sur l'infrastructure de recharge publique, qui est-ce qu'elle est ?
c'est-à-dire pour le moment Pour l'instant, c'est pas intéressant. Spartiate, vacillante, fonctionnelle comme elle peut, à Paris encore plus. On a vu l'histoire de Autolib qui a coulé, les bornes toutes fermées, et puis là qui réouvre petit à petit, etc. Bon, on verra peut-être dans le futur. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci Romuald Jamin. Et donc, si on veut en savoir plus, vous avez un site, InfoRomu. InfoRomu.com. Voilà, où on découvre un petit peu la manière dont vous installez les bornes, sachant qu'il y a évidemment beaucoup d'installateurs comme vous de bornes électriques en France. Merci beaucoup. Merci. Jérôme, on va rester dans l'électrique, et cette fois-ci se poser la question, est-ce qu'on peut transformer une voiture qui est thermique, qui roule au bon vieux diesel ou à l'essence, en voiture vraiment électrique? Eh bien la réponse est oui. Enfin en théorie, si j'ai bien compris, la réponse est oui. Et c'est votre spécialité, Aymeric Libaud. Oui, bonjour. Bonjour. Votre société s'appelle Transition One, donc on comprend bien dans le nom de l'entreprise que vous proposez donc de transformer un véhicule thermique en véhicule électrique. Voilà, qu'il soit essence ou diesel, en un véhicule moderne, parce qu'on va le rendre électrique, on va le rendre connecté, et on est aussi très attentif à ce que ce soit abordable. Alors comment ça se passe, comment vous faites? Alors vous désossez ma voiture en fait. En fait, on sort le groupe motopropulseur, tout l'ensemble moteur, on le descend et on le remplace par un moteur électrique, des batteries, un contrôleur. Et voilà, ça devient une voiture qui est entièrement électrique. On peut faire ça sur n'importe quel véhicule? Techniquement, on peut le faire sur toutes les voitures, et même plus, camions, bus. Après, c'est une question d'autonomie, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on peut intégrer. Nous, on a fait un choix sur de petits véhicules, les véhicules du segment A, Twingo 2, Fiat 500, C1, 107, Ego et Polo. Voilà, c'est les 6 premiers modèles que l'on va faire. Aujourd'hui, on a déjà une Twingo qui a fait près de 8000 km. On vient de sortir la Fiat 500. Et dans les prochaines semaines, voilà, c'est la C1 et la Polo qui vont suivre. Et où est-ce que vous mettez les batteries? Parce qu'en général, elles sont sous le plancher, qui du coup est rehaussé. Alors, on part d'une voiture existante, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Voilà. Et un des points de départ, c'était de dire, on ne touche pas à l'habitacle. Il y avait un coffre, on garde le coffre, on ne va pas planquer des batteries dans les boîtes à gants, etc. Vous les mettez sur le toit? Tout est dans l'habitacle, le moteur. On a essayé, ça ne marche pas, surtout dans les virages. Mais tout est au niveau de l'habitacle moteur, parce qu'un moteur électrique est petit par rapport au moteur thermique. Donc la place que vous gagnez? Le poids. Voilà. Donc le volume et le poids, en fait, on est à peu près équivalent, on est à plus 15 kg sur l'avant. Donc ça ne représente pas grand-chose. Mais avec quelle autonomie du coup? Parce que vous ne devez pas c'est mettre justement le beaucoup de choix batterie. et le positionnement que l'on a fait. Pourquoi ces petites voitures? Parce qu'on s'est limité à 100 km d'autonomie. D'accord. 110 km/h de vitesse maxi. Donc la cible, ce sont vraiment ces petites voitures qui font de petites distances, qu'elles soient à la ville ou à la campagne. Rappelons que la Smart électrique, qui est une voiture qui est, nativement électrique, a 100 km d'autonomie, parce qu'on part du principe que comme c'est une voiture citadine, on n'a pas besoin de plus. Voilà. Mais moi, j'avais une petite question, parce que en mettant les batteries devant, est-ce qu'on ne va pas déséquilibrer en fait la position de la voiture? Est-ce que je ne perds pas en sécurité? Alors c'est pour ça que je précise qu'il y a plus 15 kg à l'avant, ce qui ne représente pas grand-chose. On est dans le rapport d'équilibre des masses à quelque chose de très équivalent à ce que la voiture oui, finalement, ça compense la perte de poids d'un moteur thermique, c'est ça? Tout à fait. En termes de poids et de volume, on a cherché d'être au plus proche de ce qui existait avant. Et alors, combien ça coûte cette cure de jouvence? Alors évidemment, le prix, dans ma proposition de valeur, je dis abordable, donc c'est un point important. Nous, notre proposition, c'est d'arriver à 5 000 € après les bonus. D'accord. Donc, parce qu'on peut bénéficier des bonus. Alors, le rétrofit, comme officiellement, il ne peut pas encore exister. Oui. Alors, là, on est à une question de quelques semaines. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant, mais pour répondre à la question de Jérôme. Alors, pour l'instant, on serait éligible aux aides. Maintenant, il faut que ce soit une réalité. Donc ça coûterait 11 000 €, moins 6 000. Entre 8 000 et 11 000, suivant notre industrialisation. D'accord. Et puis après, les bonus pour arriver aux alentours de 5 000. Mais pour les bonus, ça peut être un bonus d'État, de région, de département, voire de métropole. D'accord. Parce que donc des bonus même qui sont parfois cumulables. Hein, ils sont tous cumulables. 000, ouais, tous ceux-là sont cumulables. Parce que donc on comprend bien que ça, c'est plus un projet qu'une industrie qui tourne déjà. Alors aujourd'hui, ça ne tourne pas, même si on prépare notre industrie. C'est le business que vous espérez mettre en place. Voilà. Notre outil de production pour l'année prochaine, on le dimensionne pour pouvoir en faire 4 000 et 100 000 en moins de 4 ans. D'accord. Vous êtes basé où? Orléans. D'accord. Donc c'est le centre d'une Europe, parce que pour nous la France est un territoire d'expérimentation, parce que les voitures sont toutes les mêmes en Europe. Ouais. Pourquoi on n'irait pas aussi les rétrofiter?
Et est-ce que j'ai le droit de rouler avec ce véhicule? Est-ce qu'il est homologué? Alors moi aujourd'hui j'ai le droit de rouler, hein. Je disais que la Twingo avait déjà 8000 km, elle est immatriculée en prototype, les plaques W. L'homologation, en fait, il y a un an, on s'est regroupé à plusieurs rétrofitteurs, tous ceux qui s'étaient déclarés comme rétrofitteurs, au sein d'une association qui s'appelle AIR, les acteurs de l'industrie du rétrofit électrique. Et on est allé voir les autorités en leur disant, en cumulant nos prévisions, on arrive à tant d'emplois, tant de chiffre d'affaires, tant de conversions de parcs. Est-ce qu'on peut réviser la réglementation d'aujourd'hui? Vous faites du lobbying, quoi. Oui, mais il y en a du lobbying très positif. Bien sûr, absolument. Et ils nous ont dit banco, à une condition, que l'on travaille ensemble. Donc on a eu plusieurs ateliers de travail depuis le début de l'année. Donc c'est bien parti pour que vous ayez cette homologation. C'est très bien parti. Ça pourrait arriver quand? On reste tous, au ministère comme nous, très vigilants à ce que ça puisse se faire. Maintenant, les rétrofitteurs seront des rétrofitteurs industriels, pour être très clair. Ce ne sera pas, je vais dans mon garage, j'achète un kit et je change ma voiture. On ne peut pas le faire soi-même. Non. On ne pourra pas le faire soi-même. En tout cas, ce n'est pas le sens que prend la réglementation. Ça pourrait arriver quand, cette homologation? Elle est prévue là pour fin d'année, début janvier. D'accord. Parce qu'en ce moment, on est dans une fenêtre un peu particulière où le texte est parti à Bruxelles. Pour avis. Voilà, il faut l'avis de l'Europe qui soit validé. Mais on est tous très satisfaits du contenu du texte. Alors j'avais encore une petite question, Aymeric. Est-ce qu'on peut imaginer demain pouvoir électrifier des véhicules un peu, alors peut-être pas forcément de collection, mais je sais pas, moi j'ai une vieille 2 chevaux, une vieille DS qui est belle, etc. Alors, je vais parler de mes petits camarades du club R, parce qu'en fait moi je suis celui qui fait les voitures les plus récentes. D'accord. Moi c'est les voitures entre 5 et 12 ans à peu près. Yann Motion qui fait Austin Mini. Rétrofutur qui fait des Peugeot 504 et des Porsche, Mairie Club Cassis qui fait une 2 chevaux. Donc on peut électrifier à peu près n'importe quoi. Quasiment on peut tout électrifier. Après c'est une question de caractéristiques. Bien sûr. Quelle autonomie on veut donner, c'est vraiment celle qu'il faut suivre. En termes de puissance, on sera limité à ce que faisait la version la plus puissante du modèle. D'accord. Donc on peut faire sur beaucoup de modèles, on peut même aller plus haut, des bus, des camions. On peut descendre aussi sur des vélos, sur des motos. Après, c'est qui va les faire. Alors, dernière petite question aussi. Est-ce qu'on peut avoir le meilleur des deux mondes? Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, garder le moteur thermique, rajouter un moteur électrique, avoir, par exemple, une petite autonomie en électrique, un hybride, en fait. Malgré tout, pouvoir rouler à l'essence en cas de coup dur ou parce que je dois faire de la route? Alors, moi, j'ai vu des voitures expérimentales, enfin des prototypes qui ont ça. Moi, je ne suis pas un homme de moitié de chemin. Donc c'est pas une voie que j'ai étudiée, mais je n'ai pas suivi parce qu'il faut accepter de perdre quelque chose encore plus important qui est le volume du coffre. Moi, je demande à mes futurs clients de perdre de l'autonomie. Si en plus vous leur demandez de perdre le volume du coffre, c'est pas bon. Donc, et l'hybride, voilà, c'est parce que comme on ne libère rien, on est d'accord. Sur une voiture qui existe, il faut trouver de la place, et c'est le coffre. Parfait, bien, très bien. Donc ça s'appelle Transition One. C'est bien écrit sur votre petit blouson. C'est séduisant. Je suis jaloux du blouson, je vous le dis. Il me plaît bien. Merci beaucoup. Bonne chance à votre lobbying pour que ça aboutisse. Donc on espère très très vite. Alors ce 01 Drive se poursuit dans un instant et on va toujours rester dans l'électrique, Jérôme. Ouais. On va évoquer ce que ça change en matière d'assurance avec Caroline Niquez. Vous le savez, c'est notre experte dans ce domaine. Notre experte, c'est Caroline Niquez. Bonjour. Bonjour. Que nous retrouvons comme chaque mois dans 01 Drive pour aborder toutes les questions autour notamment de la problématique de l'assurance. Alors, l'assurance et la voiture électrique. D'abord, Caroline, est-ce qu'on a une idée du marché, un peu du nombre de véhicules électriques en circulation aujourd'hui en France ? Alors en France, le marché du véhicule électrique, c'est à peu près 200 000 véhicules. Qu'on rapporte au marché global de la voiture qui est autour de 33 millions. Donc c'est un marché encore en développement, mais ce qu'on constate en fait, c'est qu'au-delà des véhicules neufs, on a de plus en plus d'utilisation des véhicules en LOA et puis maintenant aussi des véhicules d'occasion. D'accord. Alors si j'ai un véhicule électrique,
Évidemment, je vais devoir l'assurer. Oui. Est-ce que c'est différent d'assurer une voiture thermique normale? Est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières? Est-ce que vous me faites des offres très attractives, très alléchantes? Vous avez fait un petit prix quand même, Caroline. Franchement. Crédit Assurance quand même. Alors, oui, les assureurs assurent ce type de véhicule, alors soit à travers leurs offres existantes, soit à travers des offres dédiées, en s'adaptant, je dirais, aux spécificités du véhicule électrique. Alors, ça veut dire qu'on va assurer les pannes électriques, le changement de la batterie ou le remorquage du véhicule vers une station de recharge adaptée, par exemple. D'accord. Alors, par rapport à la question de l'incitation, oui, les assureurs incitent à ce type de véhicule parce que c'est moins polluant. Et du coup, on peut retrouver des mécanismes comme une réduction de primes ou des cadeaux de franchise, par exemple. Donc, ça coûte moins cher. Donc ça peut coûter moins cher. Ça peut coûter moins cher. On peut imaginer aussi que le profil de l'automobiliste qui roule en électrique est peut-être un peu plus sage, un peu plus, enfin, qui va faire moins de kilomètres et être donc moins sujet à des accidents, non? Ou c'est peut-être plus compliqué que Alors, ça? je ne sais pas si le profil est plus sage. Par contre, ce qu'on constate, là, un point de vigilance, c'est sur l'appropriation et l'usage du véhicule électrique, notamment sur les sujets d'accélération ou de freinage, où là, on voit que ce n'est pas tout à fait la même chose de conduire un véhicule électrique, un peu comme on a dû s'adapter en fait au système de régulation de vitesse. Donc voilà, il y a un vrai sujet autour de l'usage. Donc vigilance quand même, quand on acquiert une voiture électrique, attention, on a de la puissance, il y en a sous le capot comme on dit. Il y a sous le capot notamment au démarrage. Et puis, donc un vrai sujet autour de l'appropriation en fait, de ce type de conduite. Donc ça veut dire que ça ajoute un nouveau risque? C'est ça que vous voulez dire? Alors, disons que c'est une appropriation du véhicule. Et puis, nous, ce qu'on regarde aussi, c'est ce qui se passe au niveau du sinistre en tant qu'assureur. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que c'est en général des coûts de sinistre un peu plus importants. Ah oui. Parce que les véhicules sont dotés de plus de technologie, en fait, et donc le coût de réparation, le coût du sinistre est un peu plus important. Mais est-ce qu'on peut dire s'il y a plus ou moins de sinistres qu'avec des véhicules, entre des véhicules normaux? normaux. On ne le voit pas vraiment comme classique. ça en fait. On voit plus. C'est vrai qu'on a des ratios qui montrent en fait que, en effet, les coûts des sinistres sont un peu plus importants pour les assureurs. Et pour autant, il nous semble que ce sont des modes de conduite vertueuses, en tout cas avec un impact positif, plus positif donc c'est sur ce que disait l'environnement. François finalement. Donc voilà, on l'accompagne et on encourage en fait ce type de véhicule. Après, votre mission en tant qu'assureur, c'est peut-être aussi de nous informer sur alors le vieux serpent de mer. Est-ce qu'un véhicule électrique pollue plus qu'un véhicule thermique? Vous avez mené des études un peu à ce sujet? Alors l'ADEME, qui est l'Agence de développement de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a conduit beaucoup d'études dans la matière. Et ce qu'on regarde, il faut vraiment regarder je dirais, le cycle de vie du véhicule jusqu'au bout. À la construction, un véhicule électrique consomme plus en CO2 qu'un véhicule thermique. Mais dans son utilisation, c'est beaucoup moins consommateur. Ce qui fait qu'au final, quand on regarde sur l'utilisation d'une durée de vie normale et classique d'un véhicule, une citadine électrique, par exemple, consomme 3 fois moins ou pollue 3 fois moins qu'un véhicule à essence, par exemple. D'accord. En comptant même le recyclage, enfin la fin de vie. En comptant de la construction jusqu'à l'utilisation. D'accord. Tout à fait. Et puis, je rajouterais aussi que le véhicule électrique n'émet pas de particules et n'émet pas de dioxyde d'azote. Bien sûr. Localement, on respire mieux. Voilà, exactement. Mais il ne faut pas que ça engendre plus de pollution ailleurs pour fabriquer l'électricité ou pour la construction du véhicule, comme vous le disiez. Voilà. Et puis on voit, et on l'a évoqué tout à l'heure avec nos invités, qu'on est sur des véhicules hyper technologiques, et ça va très très vite. Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Ça change encore, la composition des batteries sera encore différente demain. À chaque fois, ça s'améliore en fait. Oui, c'est des sujets qui sont très en lien avec la technologie, donc ça bouge, ça évolue. Le sujet des batteries, vous en parliez, c'est vrai que c'est un sujet autour du recyclage. Alors il y a des initiatives qui existent aujourd'hui pour tout ce qui a trait au recyclage des batteries. Par exemple, certains constructeurs imaginent des solutions où on donne une seconde vie à la batterie dans la maison. Pour venir en compensation sur un moment des heures creuses, pour fournir de l'énergie. Oui, se faire une réserve d'énergie, oui. En fait. C'est un exemple que je peux citer aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on va continuer à apprendre en marchant et à continuer à être de plus en plus vertueux sur ce type de véhicules et ce type de mobilité. On peut même imaginer, en fait, récupérer des anciennes batteries de véhicules, les installer dans des petits containers, en fait, qui donc ont toujours une bonne capacité, en fait, de recharge d'énergie. Ils sont plus assez performants pour la voiture, mais qu'ils sont suffisamment pour la maison. Surtout si on les associe à d'autres batteries. Et si on associe tout ça, par exemple, à du photovoltaïque, on récupérerait de l'énergie
donc propre, qui serait stocké dans ces batteries, qui auraient eu déjà une longue durée de vie, et qui pourrait après restituer cette énergie, par exemple, à la maison, pour recharger une autre voiture. Exactement, donc l'innovation, elle est partout, elle est aussi dans ces thématiques-là, oui. Exactement. Merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir. Merci. Voilà, écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour de la problématique de la voiture électrique, en espérant que ce 01 Drive vous aura appris plein de choses. On se retrouve le mois prochain, François. Avec le hashtag 01 Drive sur Twitter. N'hésitez pas à réagir. Si on vous a incité peut-être à franchir le pas ou pas, dites-le nous. Hashtag 01 Drive sur Twitter. On sera là, bien sûr, le mois prochain. Voilà, vous pouvez nous suggérer des idées d'émissions, mais moi, je vous propose, et je vais proposer à François, que le mois prochain, on parle de vélo, parce que c'est super important aussi, le vélo et tout ce qui se passe autour du vélo, notamment électrique dans la ville. Et voilà, et rappelons que 01 Drive est l'émission de toutes les mobilités, qu'il y ait 2 roues, 3 roues, ou même 4 roues, tout fonctionne en fait. Ou 12 aussi, ça peut marcher. Voilà, du moment que ça roule. Ouais. Merci en tout cas de nous avoir suivis et on sera là le mois prochain. Salut à tous. Salut à tous, portez-vous bien.